Bonjour, bienvenue dans Garden Party. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Garden Party, vous connaissez, puisque c'est votre émission du jardin urbain pour tous ceux qui aiment la chlorophylle et font fleurir même le bitume. Alors ensemble, nous allons apprendre et découvrir comment planter en ville, mais surtout partir à la rencontre de ces nouveaux héros urbains qui ne manqueront pas de nous inspirer. Au programme aujourd'hui, une balade qui va totalement nous déconnecter de la ville et pourtant nous sommes juste à côté des pistes et des avions de l'aéroport d'Orly. Nous allons partir à la découverte de la ferme pédagogique du Parc des Meuniers, ici à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Alors ici on se détend en se promenant, on apprend en bavardant. Vous allez voir, c'est un site ludique et pédagogique avec une vocation socio-éducative pour aider chacun à retrouver ses racines et à s'épanouir. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Dans Garden Party aujourd'hui, il y a une oasis urbaine dans le 20e arrondissement de Paris qui s'est installée au milieu des immeubles et qui cultive le verre en ville. J'utilise tous mes rebords de fenêtres à faire pousser un peu n'importe quoi, faire des expériences. Et là, depuis que j'ai cette parcelle, c'est encore mieux, quoi. Il y a des initiatives qui vont rendre notre ville plus verte. C'est le pari un peu fou de Dimitri qui a installé un jardin sous un pont à Harlem. C'est ironique car le train au-dessus de nous produit une centaine de décibels alors que le cri du coq n'en fait que 70. Mais la loi dit que les coqs sont illégaux, donc les coqs sont illégaux. Le jardin comestible du jour se situe tout juste derrière la frontière, en Belgique. C'est là que Josine cultive avec abondance ses légumes. On achète très peu de choses à l'extérieur. Moi j'ai évalué qu'on est très vite entre 1 500 et 2 000 euros par an, rien que d'aliments verts. La ville passe au vert et nous au jardin, c'est Garden Party. Avant de retrouver Michel Herry, président de la ferme du Parc des Meuniers ici à Villeneuve-le-Roi, direction Paris et le 20e arrondissement, à la découverte du jardin partagé du Clos Garcia. Il est situé au pied d'un immeuble. C'est un ancien coin de terre délaissé, aujourd'hui devenu un espace végétalisé en perpétuelle mutation grâce à tous les résidents passionnés qui le cultivent. Et croyez-moi, ça fait des années qu'ils n'avaient qu'une envie, c'est mettre les mains dans la terre. Regardez. Ici, nous sommes à proximité du boulevard périphérique, qui est une autoroute urbaine. On est surtout conditionné par le va-et-vient des voitures, avec toutes les nuisances que ce trafic nous apporte dans notre vie au quotidien. Donc on peut apprécier ici les couleurs, la verdure. Il y en a qui ne connaissent rien du tout et que le jardinage intéresse. Donc voilà, on leur apprend, on leur attribue une petite parcelle. Il y a des gens qui savent jardiner, qui n'ont pas besoin, pas envie, qui veulent juste un coin pour s'asseoir, parler, rencontrer des gens. On est dans un secteur que nous avions réservé aux écoles. Le long du mur, on a un petit verger. On a des pieds de rhubarbe, quelques arbustes, des pommiers, des néfliers, quelques cerises. Là, on a quelqu'un qui aime beaucoup faire des vrais légumes. Donc ici, on a des cuves de récupération qui récupèrent les eaux pluviales du toit. On a une petite serre où on fait nos semis, nos boutures. Un jardin partagé, c'était nouveau pour moi. C'était l'occasion de créer un terrain
qui serait attirant pour les gens qui habitent autour et qui leur donnerait un petit peu de campagne. Il y a un très grand mélange social dans les coins ici. C'est un peu pour encourager ça que notre philosophie allait vers l'augmentation du nombre de participants. J'utilise tous mes rebords de fenêtres à faire pousser un peu n'importe quoi, faire des expériences. Et là, depuis que j'ai cette parcelle, c'est encore mieux, quoi. Les feuilles de chou, je les mange. J'en apporte aussi à une amie à mon travail. Les gens disaient « Ah, à côté d'une école comme vous êtes, il va y avoir des enfants qui viennent tout gâcher, tout détruire. » Il semble respecter le jardin à un point qui m'a surpris. De temps en temps, on a besoin quand même de venir un petit peu se reposer, donc rencontrer des gens, c'est toujours la même chose, rencontrer des générations différentes, des jeunes comme des moins jeunes, et puis apprécier quand même la nature dans ce qu'elle a de très expressif. Il faut des jardins dans les villes et des jardins, des petits coins, des petits coins secrets, des petits coins que les gens peuvent s'approprier. Et ça change complètement la relation à l'autre. À l'évidence, ça crée une qualité relationnelle extrêmement différente. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes le président de la ferme pédagogique du parc des Meuniers de Villeneuve-le-Roi. Des Meuniers de Villeneuve-le-Roi. Quelle est la genèse de cette ferme? Parce qu'on ne s'attend pas à une ferme. Il y a Orly là, c'est ça? On est dans une enclave de l'aéroport d'Orly. C'est effectivement un paradoxe. On a failli d'ailleurs l'appeler la ferme du paradoxe au départ, tellement il est surprenant de voir cet endroit confronté à la réalité de notre environnement, quoi. Ici, c'était un champ de maïs. En fait, l'aéroport faisait cultiver ces espaces disponibles par des fermiers du coin qui existaient encore. Et puis, donc, c'était un champ de maïs. Et on a investi, le projet, c'est l'investissement du champ de maïs. Le projet a démarré quand on a ouvert cette grille, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Mais comment un champ de maïs a pu vous inspirer cette ferme? L'histoire est un peu plus complexe. J'étais maire de la ville à l'époque, il y a 16-17 ans. Et devant les évolutions de la société, devant les crises ponctuelles qu'on avait dans nos quartiers populaires, devant la segmentation des publics, les réponses de l'institution, c'était souvent l'accompagnement de la segmentation. On met les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, voilà, etc. Vous sentez qu'il y avait un problème dans la population? Il y avait un problème dans nos réponses, puisqu'y compris quand on construisait un nouvel équipement, forcément ça générait d'autres conflits, puisqu'on répondait aux uns et on oubliait les autres. Et j'ai fait cette rencontre assez improbable avec une autre personne, à peu près le même âge, qui lui avait une proposition de solution, sans l'avoir validée par l'expérience, de faire un lieu finalement où ce seraient les habitants qui seraient à l'initiative, où la collectivité se mettrait en retrait et où on livre un espace à l'initiative habitante. Le support essentiel, c'est évidemment le végétal et l'animal. C'est cette richesse-là qui fait de l'espace dynamique d'insertion un lieu particulièrement positif où les taux de sortie positifs, comme on les appelle, sont assez importants. Ah, Michel, c'est quand même assez inattendu. On s'approche, c'est ça, de la porcherie. Ouais. On a l'avion dans le dos. Et alors là, c'est d'énormes bâtiments. Ouais. Comment ça se passe, la relation entre autant de villes
l'aéroport et les résidents et votre ferme, Bah, je crois qu'on elle s'est intégrée naturellement? Naturellement, elle s'est intégrée par la force de l'initiative habitante. Hein. Avec l'aéroport, on avait fini par être dans une recherche de ce qu'on dit maintenant gagnant-gagnant. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des espaces de conciliation? Et donc, c'est comme ça que l'aéroport a consenti à mettre à notre disposition ces 3 hectares. C'est quand même une denrée rare dans une ville d'avoir 3 hectares disponibles pour un tel projet. Hein. Michel, cette ferme dans votre vie, à vous, d'homme, Oui. elle a quelle importance? Oh, moi, c'est une histoire très, très particulière parce que j'étais engagé en politique. J'oserais dire que c'est ma nouvelle façon de faire de la politique. Voilà, le travail sur le grandir ensemble, sur l'habiter autrement. Est-ce qu'on est condamné, effectivement, à vivre les effets de la société tels qu'on les voit généralement, là, le côté négatif, les crises, etc. Ou est-ce qu'on peut, au contraire, investir dans les gens pour construire un avenir plus positif? Ce qui est la vraie politique, puisque c'est la vraie politique. la vie de la Absolument. cité. C'est la vie de la cité. Bah écoutez Michel, ce qui est sûr, c'est qu'on va se donner rendez-vous très vite. Merci. Très très vite, parce que c'est absolument génial. Continuez, hein, je pense que c'est... Merci de votre visite. Alors c'est pas avec Sissi ni sur son dos hein, que je vais pouvoir aller direction, on va traverser l'Atlantique, donc Sissi ça va pas être possible. Direction la ville de New York, plus précisément le quartier d'Harlem-Est. Nous allons partir à la découverte d'un lieu totalement insolite, un Urban Garden Center. Et vous allez voir, chacun y trouve son bonheur, regardez. Nous sommes à l'angle de la 116e rue et de Park Avenue, dans la partie de Manhattan appelée Harlem, Harlem-Est. Il y a toujours eu de nombreuses communautés d'immigrants à Harlem-Est. J'ai tout de suite contacté la ville de New York pour leur dire « Je veux construire un jardin communautaire ici ». Et ils m'ont regardé comme si j'étais fou. « Qu'est-ce que vous voulez dire par jardin communautaire ?» J'ai dit « Un jardin communautaire ». Ils m'ont dit qu'il n'y avait ni lumière ni eau. J'ai répondu « Ne vous inquiétez pas, nous allons réussir, vous allez voir ». Ils ne m'ont pas cru, mais nous y sommes arrivés. Avant, c'était un endroit où les gens passaient en voiture. Ça a été fait pour la circulation ici. On a décidé de garder les plantes près de la lumière. Vous remarquerez que les plantes sont toutes sur le côté droit et sur le côté gauche de l'installation. Ici, rien ne se perd. Par exemple, même les branches d'arbres peuvent servir à décorer. Elles peuvent devenir un porte-manteau, elles peuvent devenir un tuteur pour une plante, elles peuvent servir à planter. Les vieilles caisses servent au stockage. Un arbre mourant devient le montant d'une tente. On a des chaises sans assises qui servent de tuteurs. Par là, vous pouvez voir, c'est là que nous avons de la lumière naturelle pour les plantes. Dans cet environnement, je ne dois les arroser qu'une fois par jour. Dans un environnement ensoleillé, je devrais arroser 3 fois par jour. Donc ici, j'ai besoin de 3 fois moins d'eau, ce qui est parfait. Nous ne faisons pousser que des plantes locales. Nous essayons d'acheter des plantes qui poussent à 120 km de New York au maximum. Ça, c'était des sapins de Noël. Ça sent très bon. On s'en sert comme paillis, on s'en sert aussi pour le poulailler. Ce sont mes poules.
Mes petits bébés. Regardez ça. J'utilise leur litière pour le compost. Elles pondent des œufs. Si vous le souhaitez, vous pourriez vivre ici sans dépenser $1 en nourriture. Parce que vous pouvez faire pousser vos propres légumes et obtenir vos protéines des œufs. Même la poule est consommable si vous en avez besoin. Même la terre est recyclée. Tout est sauvé, tout est réutilisé. À New York, on est autorisé à avoir autant de poules qu'on le souhaite. Il n'y a pas de règle contre les poules. Seulement, si tu ne t'occupes pas des poules, ils peuvent te donner une amende pour ne pas avoir gardé le lieu propre. Il faut leur donner de l'eau. Mais les poules en elles-mêmes sont parfaitement légales. Le coq, en revanche, est illégal parce qu'il a tendance à faire du bruit vers 4 ou 5 heures du matin. C'est ironique car le train au-dessus de nous produit une centaine de décibels, alors que le cri du coq n'en fait que 70. Mais la loi dit que les coqs sont illégaux, donc les coqs sont illégaux. C'est simple, en plus si on avait un coq, il fertiliserait les œufs. Tout cet environnement est né de la demande de produits fermiers. Des gens demandent à faire pousser leur propre nourriture, ils demandent la nature. Mais nous pensons aussi, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'économie, que si ce n'était pas pour des raisons financières, personne n'en aurait eu l'idée. Nous n'aurions jamais pensé à faire ça. Nous aurions cherché la meilleure opportunité, le meilleur bout de terre, le meilleur bien immobilier, et ça nous aurait coûté un bras. Nous aurions payé cher pour ça. Maintenant, nous avons trouvé un moyen de le faire pour moins cher, avec de l'amour, avec la communauté, qui demande nos produits, et c'est ce qui est extraordinaire dans ce concept. Bonjour Noël. Enchanté. Moi aussi. Noël, vous êtes meunier. Tout à fait. Moi, je suis bénévole ici depuis une dizaine d'années environ. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes dans leur futur. Ouais. Voilà. Michel me disait que chaque meunier arrive avec un savoir-faire et que chaque meunier a une vie en dehors de celle de la ferme. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vraie vie ? Je suis encore en activité, je suis cheminot. Sur mes temps de repos, je viens donner un coup de main bénévolement à la ferme. Comment vous êtes tombé un petit peu dans ce monde-là du potager, du jardinage, parce que c'est pas votre boulot au quotidien ? Non, c'est pas mon boulot au quotidien, mais bon, j'aime ça. Ici, il y a l'espace, on a ce qu'il faut, on a des projets, on avance, on est... voilà, c'est assez passionnant. Ici, il y a vraiment une alliance entre l'homme, la nature, le végétal donc, et l'animal. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le lien. Ça permet à nos jeunes de venir de voir ce que c'est. Aussi à la population de voir ce que c'est qu'une poule, de voir ce que c'est qu'un œuf, de différencier les différents animaux. Vous, votre outil, entre guillemets, pour travailler avec tous ces jeunes, quelque part, c'est la nature. Complètement. Et est-ce que c'est un bon outil ? Oui. C'est un formidable outil pédagogique que les citadins oublient. Mais qu'est-ce qu'elle a que des livres n'auraient pas ? La lecture se fait directement sur le terrain. Puisque un livre, vous pouvez prendre n'importe quel bouquin, mais là par exemple, si on prend le potager, donc on voit l'évolution. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment, c'est assez magique quand même. Donc ici, là, on a toute la part collective. Lorsque l'on fait ce qu'on appelle des repas de chantier, les légumes, on va les retrouver dans la salle à manger. On va tous se retrouver et on va partager le repas ensemble. Noël, vous me parliez d'une éco-grange. Oui. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait. Ça ressemble pas à une grange ? Ben non, du tout. Mais justement, il y a l'ami Léon là, qui se trouve ici, donc qui va nous expliquer un petit peu le principe de l'éco-grange. Enchanté Léon, alors il paraît que c'est vous qui avez créé cette grange qui n'a pas l'air d'une grange.
Oh, j'ai rien créé, c'est une idée tout à fait simple. Qu'est-ce que c'est, une éco-grange? C'est-à-dire que c'était un conteneur que nous avons habillé pour l'isoler du chaud et du froid. Et comme j'ai vu cette éco-grange, j'ai dit mais pourquoi ne pas installer des panneaux solaires avec des réserves d'énergie et on va pouvoir être indépendant pendant un certain mois de l'année. C'est vous le géotrouve-tout de la ferme? Non, je ne pense pas, soyons modestes. Non, non. Oh, il y a le chapeau, il y a les lunettes. C'est-à-dire que j'aime bien inventer, j'aime bien chercher, n'est-ce pas, tout ce qui est nouveau et ensuite partager avec nos amis meuniers et meunières, tout simplement. Comment est-ce que vous vivez finalement cette ferme qui s'intègre divinement bien au cœur de la ville, d'un aéroport? Oui. Pour vous maintenant, c'est devenu normal? Oh, plus que normal. C'est la nature qui nous impose, mais ce n'est pas à nous d'imposer la nature. Noël, vous êtes d'accord? Les tomates, les fraisiers, ça sert à rien de leur faire croire que. Hein? Tout à fait, tout à fait. Ça marche pas. Donc c'est la nature qui nous impose son rythme, et non pas le contraire. Et la ferme est un lieu privilégié pour exprimer ses... Ah oui, ça change tout. Hein. Ses capacités. C'est pas un lieu, c'est le lieu. Oh, c'est une fin parfaite, Noël. Merci mille fois pour cette jolie journée. Et direction à présent la Belgique. Partons à la rencontre de Gilbert et Josine. Ils cultivent un potager un peu fou et sauvage. Regardez. Ce jardin était d'abord au départ notre jardin familial. Nous sommes venus y habiter il y a 47 ans et nous y avons commencé un jardin ordinaire, comme font tous les gens de cette ville, qui souvent ont des potagers derrière les petites maisons ouvrières, qui était une ville textile et chacun avait une maison avec un potager. Ce qui nous paraît le plus important de ce jardin, c'est son cheminement depuis 35 années, vers la permaculture, c'est-à-dire la reconnaissance la plus large possible de tout ce que la nature fait seule, et là où nous pouvons l'accompagner. Nous sommes des permanents de son action. On a 1800 mètres carrés, et donc il y a déjà 2000 arbres qui sont souvent donc des bastiges, des pommiers, des poiriers. La biodiversité, c'est un objectif. Donc au plus les plantes se mélangent, s'entremêlent, des variétés différentes, des espèces différentes, et au plus il y a de la protection réciproque contre les invasions de toutes sortes. Ici, on a une plante qui s'appelle la lierre, qui est de la famille des choux. C'est une brassicacée. Avec ça, on fait de la soupe. On les met dans des purées avec des pommes de terre. C'est une verdure qui a du goût et donc qui est utilisée comme si on mangeait des épinards. Il faut aussi parler de l'ail des ours. C'est extraordinaire. Donc on avait quelques plants au départ et il s'est semé ici. Il a fait une véritable explosion. Et ça nous donne du pesto, par exemple, pour toute l'année. Il suffit d'en prendre les feuilles, de les moudre et de les mettre dans l'huile avec un peu de sel. Et on a un excellent accompagnement de plein de plats pour toute l'année. On achète très peu de choses à l'extérieur. Moi j'ai évalué qu'on est très vite entre 1500 et 2000 euros par an, rien que d'aliments verts. Et alors je ne compte pas les fruits parce que ça c'est encore beaucoup plus. C'est surtout des difficultés pour la cueillette qu'on rencontre. Parce s'il faut se déplacer pour atteindre l'arbre et apprendre le fruit, c'est très serré. Je crois que mon mari, il a cru qu'il avait épousé une libellule. Mais
mais on se débrouille. Ici, nous voilà devant l'immense armoire des 6500 boîtes que contient cette collection de semences. Il y a 850 variétés de tomates, il y a 200 ou 250 variétés de laitue, peut-être un des rares endroits où il y en ait autant. C'est une manière de réagir contre les firmes qui voudraient avoir une hégémonie totale et ne plus produire que telle ou telle variété qui dépendent uniquement de leur bon vouloir. Et je crois que ça, personne n'est d'accord de l'accepter. C'est presque un acte militant parce qu'il faut qu'on fasse les bons choix. Ou bien on fait des zonings, on remet du béton un peu partout, et puis la société qui s'est servie de ces bâtiments, elle disparaît, elle délocalise. Ou bien on garde de la terre pour nourrir sainement les gens. Et donc il y a un choix pour lequel nous, bien sûr, on a déjà fait le nôtre, plutôt que de mettre du béton partout. Garden Party, c'est déjà fini, mais rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, toujours plus vertes sur Ushuaïa TV. D'ici là, passez un bel été. Ciao.